Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Inspire entre elles. Pour rappel, ici on partage des expériences de vie, des connaissances, des conseils sans aucun jugement. Beaucoup de fou rire et de bienveillance pour que chacun se sente encore plus à sa place dans ce monde. Alors, n'attends plus et rejoins-nous vite pour faire partie de cette belle aventure. Pour ce deuxième épisode, je vous emmène à la rencontre de Delphine Demangeon. La première fois que j'ai rencontré Delphine, il y a quelque chose qui m'a instantanément frappé chez elle, c'est sa luminosité. C'est pas une lumière qui se contente d'éclairer, c'est quelque chose qui vous transperce, qui vous touche au plus profond de votre être. Et surtout, immédiatement, j'ai ressenti cet amour inconditionnel pour l'autre. Delphine, c'est une douceur incarnée, mais aussi une capacité d'ultra-connexion aux autres, et même au-delà. Mais je vais pas tout vous dévoiler maintenant, parce que j'ai envie que vous ayez le plaisir de découvrir par vous-même toute la richesse et la profondeur de Delphine. Nous allons aborder des thématiques comme les 4 accords Toltec, les discussions philo, se poser cette question et si penser à la mort, redonner du sens à la vie, et nous parlerons spiritualité avec une rencontre inattendue. Alors les amis, accrochez bien votre ceinture, le voyage commence ici. Bonjour Delphine. Bonjour Fabricia. Delphine, je suis ravie que tu m'accueilles chez toi pour faire cette interview. Merci à toi. Ouais, moi ça me tenait vraiment à cœur de venir t'interviewer. Donc pour tout vous raconter les amis, moi Delphine je l'ai rencontrée lors d'une formation que j'ai faite sur l'espace mental avec une de mes formatrices que j'ai eue pendant ma certification de coach professionnel qui s'appelle Isabelle Loire, que Delphine connaît très bien d'ailleurs pour le coup. Que j'apprécie aussi beaucoup. Exactement, une petite pépite. Et du coup Delphine était l'hôte. Voilà, où se passait la formation. Donc, outre le fait d'avoir un coup de cœur pour sa maison, parce qu'elle a une déco, moi j'adore, j'ai vraiment eu un coup de cœur humain. C'est gentil, merci. Parce que Delphine, elle dégage une luminosité qui vraiment, moi je trouve que c'est comme un flash dans la nuit. Vraiment, ça vient de percuter. Moi, c'est vraiment mon ressenti, je vais me le dire comme ça. Et beaucoup d'amour. Delphine, elle aime les gens et ça se ressent. Donc quand je parle d'amour, c'est vraiment ça. Donc et de la lumière et beaucoup d'amour. Ça, on le ressent instantanément. Et moi, ce que j'ai adoré, alors je vais parler de toi. Oui, bien sûr. Ce que j'ai adoré, c'est ton énergie qui est à la fois, en fait, maquette, un rond carré. C'est ça, je me souviens de cette expression, ouais. Voilà, parce que tu as à la fois ce côté, cette énergie où on sent que tu sais où tu vas, il y a le côté carré, et toute cette douceur et cette bienveillance. Donc ça a été un coup de cœur vraiment réciproque. Voilà, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui les amis. Tout à fait. Donc Delphine, si tu le veux bien, je vais te laisser te présenter. Donc il n'y a pas de cadre, c'est en toute liberté, nous expliquer qui tu es. Et ensuite, on va arriver sur ton parcours, si tu veux bien le partager. Oui. Alors déjà, en présentation, je dirais que c'est un vrai challenge, cette interview, parce que je n'ai pas l'habitude de parler de moi. C'est plutôt l'inverse, je laisse beaucoup parler les autres. Voilà, mais c'est un challenge, je trouve ça super. Je m'appelle Delphine Demangeon, j'ai 2 enfants, 2 adolescents. D'accord. Je vis à Rochefort-du-Gard et j'ai un cabinet de psychopraticienne à Angles-Médipôle aux Angles, avec d'autres professionnels avec qui on... D'accord, donc juste à côté, c'est à 10 minutes les Angles. C'est ça, ouais. Voilà. 10 minutes d'Avignon, 10 minutes de Rochefort. Exactement. Tout à côté. Et à côté de ça, j'anime des discussions philo dans différents lieux et très régulièrement à la médiathèque Saint-Pons de Villeneuve. Oui, donc les amis où j'ai eu la chance d'y aller, en fait c'est victime aussi de son succès parce que malheureusement c'est souvent plein. Et ça aussi, je reviens là-dessus, moi j'ai passé un moment exceptionnel. Parce que déjà c'est intergénérationnel, moi j'avais quand même une personne à côté de moi, je crois que la dame elle avait 93 ans il me semble. Et ce petit, c'est pas un petit d'ailleurs, je sais plus son prénom. Roméo. Ah oui. Voilà, et Roméo qui doit avoir 8 ans, non ? Il est en 5e si je ne me trompe pas. Ah non, alors il a 11 ans, 12 ans ? Ouais, donc je dirais 13 ans peut-être. 13 ans. Ouais. Voilà, et moi ça a été un moment fabuleux parce que il y a cette... c'est même pas une confrontation, c'est plutôt de la bienveillance et de l'échange. Alors on était peut-être parfois pas d'accord, mais Delphine elle a cet art aussi. Vous voyez, il n'y a même pas de bâton de la parole, c'est que chacun se laisse parler, personne ne se coupe la parole, et c'est vraiment un échange. Et je trouve que déjà j'ai passé un super moment, et on ressort nourri de ce genre d'échange. Ah oui, ouais, c'est ce que je ressens aussi. Ouais. Exactement. C'est fluide, c'est riche, en fait c'est ce que j'aimerais
qui est plus dans cette société, c'est-à-dire des espaces où on peut vraiment se rencontrer, où on peut partager, et il y a une vraie bienveillance, il n'y a pas de jugement, et on peut ne pas être d'accord et se le dire, et ça se passe bien. Et moi, chaque fois que j'y vais, c'est vrai que je me sens tellement bien, et je sors de là, c'est jamais du travail, quoi. Je sors de là, je suis très très heureuse de faire ce métier. Celui-là, et psychopraticienne aussi, qui est tout à fait une autre énergie, parce que là c'est vraiment... on rencontre une personne et elle nous fait confiance dans le fait de dire qui elle est, la souffrance qu'elle peut rencontrer, il y a quelque chose d'hyper authentique. Et c'est complètement différent, c'est pas du tout la même énergie, mais c'est aussi magnifique. Très belle rencontre, très belle personne. Oui, il y a cette partie, donc comme tu dis, l'accompagnement d'une personne qui vient te voir justement pour l'accompagner à peut-être résoudre une problématique ou selon un parcours de vie. Et ces échanges, moi j'appelle ça vraiment des petites bulles de bonheur. Moi je suis ressortie, je te rejoins sur une chose, c'est l'authenticité en fait, et vraiment une pureté. J'y reviendrai un peu plus tard. Moi j'adore une émission, c'est Les Papotins. Moi je vous garantis qu'à chaque fois j'ai ma petite larme parce que c'est des gens, des autistes avec plusieurs problématiques, plusieurs maladies différentes, mais il y a ce côté très touchant, très humain, que j'ai beaucoup de mal parfois, alors je dis parfois, pas tout le temps heureusement, à retrouver dans notre société actuelle et qui font vraiment, vraiment du bien. Ouais, et cette joie aussi, le côté un peu joyeux. C'est ça. Enfin, un peu beaucoup. Il y a souvent des fous rires. Le partage, il peut être léger et profond en même temps. Ça, c'est vraiment c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans ma vie, de la légèreté et de la profondeur. Et ça va ensemble. Ouais, et c'est chouette. Donc voilà, mais comme je vous dis, c'est victime de son succès, mais essayez de tenter quand même. Essayez, voilà, comme je dis toujours dans la vie, sans aucun essai, aucun succès. Donc voilà, mais c'est vraiment des beaux moments. Donc si vous êtes de la région, voilà, ça se trouve à la médiathèque Saint-Pons à Villeneuve. J'en ai ouvert un autre dans mon cabinet, plus orienté psycho, mais toujours discussion philo. Et il y en a un autre très régulier à Montfrein, et je vais en ouvrir un autre certainement à Villeneuve là, à la rentrée. Suite justement aux demandes, je me suis dit allez, pourquoi pas. Et avant, j'animais beaucoup de discussions philo à la Rocade aussi d'Avignon, parce que je trouve hyper important aussi que dans des lieux où on a peut-être moins accès à ça, justement, il y ait cette ouverture. Et c'est d'une richesse, c'est aussi toujours des moments excellents. Le budget fait que là, cette année, il n'y en a pas eu, mais les années précédentes, j'ai animé pendant plus de 3 ans des discussions philo dans les quartiers. Et c'est, je trouve, essentiel. Et la philo, elle est axée uniquement pour... c'est uniquement les personnes qui font des études générales, donc on va dire des plus grandes études, qui font une année de philo en terminale. Ça veut dire qu'il y a toute une population qui n'a jamais accès aux discussions philo, alors que pour moi, c'est la base de la citoyenneté, c'est-à-dire se rencontrer tous ensemble, discuter autour de sujets d'actualité, ou en tout cas de sujets profonds, et pouvoir en discuter, parce que, je n'aime pas trop faire des généralités, mais quand même, plus ça va, plus il y a des sujets où on ne peut pas les aborder. On peut pas, et moi, j'aime pouvoir parler de tout, même des sujets qui fâchent, même des sujets qui sont délicats, et ça, c'est la base, qu'on puisse continuer à parler ensemble, à discuter, et à... Non, mais je te rejoins assez là-dessus, c'est qu'on a beaucoup de sujets tabous dans notre société, de plus en plus, une espèce de ségrégation, on va dire, aussi due aux actualités, aussi due au monde du journalisme, et puis de l'État, et puis au pouvoir. Et je pense que comme tu dis, à partir du moment où on peut amener, on peut parler de tout en fait. Voilà, et comme tu dis, il n'y a pas de sujet tabou. Et arrêter de mettre les gens dans des cases, dès qu'on émet une idée qui pourrait rentrer dans une case, et comme ça, hop, il n'y a pas de discussion. C'est fermé. Ben c'est top. Ouais. Delphine, elle a une petite vie bien remplie. Et j'ai pas tout dit encore. Bah non, mais c'est chouette. Du coup, j'aimerais qu'on se ressente un peu plus sur toi. Voilà, c'est qui Delphine? Donc où est-ce que sa vie commence? Tu as envie de rentrer un peu dans l'enfance, l'adolescence. Ça, c'est comme tu fais comme tu veux. Mais vraiment, essayer de voir ton parcours. Parce que moi, je ne le connaissais pas vraiment. Et j'ai lu un super article qui a été fait, que tu as mis sur Facebook,
où justement j'ai appris un peu plus sur ton parcours et ce qui m'a encore donné plus qu'envie justement de venir t'interviewer. Ça, c'est grâce à Marie Saladin, qui est une journaliste exceptionnelle. Elle a une plume magnifique. C'est vrai que même moi, quand j'ai lu l'article, j'ai fait waouh! Ouais, c'était un très très bel article, ouais. Ouais. Alors, je suis une ch'ti, donc je viens du nord de la France. Ah, vous voyez, une copine. Et j'ai grandi dans un tout petit village en plein milieu de la campagne. C'était vraiment ambiance ferme, très isolée. Et alors, j'en ai pas souffert, mais j'étais très seule. C'est-à-dire que j'ai été une petite fille qui, jusqu'à l'âge de 7 ans, était au milieu de monde d'adultes, adultes qui vivaient leur vie d'adulte, qui n'étaient pas forcément tournés vers les enfants. Et donc, j'ai développé énormément d'imagination, de créativité et un lien fort avec la nature. Donc ça, c'est quand même important parce que c'est un peu le terreau dans lequel j'ai grandi. Et j'avais très peur des autres enfants dans la cour de récré. J'étais terrorisée, donc heureusement j'avais trouvé une parade, j'allais arroser les plantes dans la classe pour éviter la cour de récré. Ne serait-ce que ça, déjà, c'est une expérience de vie qui me permet de comprendre certains patients qui viennent en me disant à quel point ils ont du mal, par exemple, dans la rencontre avec d'autres, que ça n'a pas toujours été facile l'école, voilà, ça c'est... Voilà. Ensuite, il y a eu un déménagement. J'ai emménagé dans la Drôme à l'âge de 7 ans. Et ça a été un déracinement. Ça a été aussi quelque chose qui a été hyper compliqué pour moi. Donc on m'a arrachée à mon ch'ti. Et alors sur le coup, ça a été un drame pour moi, ça a été très difficile. Et en fait, ça m'a permis de faire des rencontres amicales, beaucoup. Parce que j'étais dans un quartier où il y avait plein de jeunes filles de mon âge. Et c'est des amis que j'ai toujours. Hein. Et ça a été en fait super. Enfin, heureusement finalement que j'ai déménagé. Enfin, je n'aurais pas déménagé, il y aurait peut-être eu plein de belles choses aussi. Mais ça a été finalement chouette. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte que d'un événement qui peut être douloureux, on peut en tirer des choses positives aussi. Mais ça, je te rejoins complètement. C'est ce que je disais lors de ma première interview avec Sonia. Alors peut-être pas sur le moment, hein, parce que c'est marrant, parce que moi j'ai vécu la même chose que toi. Moi c'était à 9 ans, c'était l'Alsace. On m'apprend qu'on déménage comme ça pour venir dans le sud. Et ça a été vraiment très violent pour moi. Et comme toi, mes meilleurs amis que j'ai depuis 30 ans, je les ai rencontrés dans le sud. Et comme tu dis, quelque chose de négatif au départ qui est quand même assez marquant pour un enfant, douloureux, finalement c'est quelque chose de positif. Donc là-dessus, je te rejoins complètement. Donc tu arrives et du coup, de la petite fille isolée, tu passes à beaucoup d'interactions. C'est ça, oui. Bon, l'école, toujours pas mon truc, hein, même si je me suis quand même accrochée. Je suis allée jusqu'en maîtrise de lettres modernes, mais je me suis accrochée parce que j'étais vraiment pas scolaire. Après, ça a été assez calme et on va dire dans les événements marquants, il y a eu ensuite le décès d'un cousin germain à l'âge de 17 ans. Bon, j'avais 17 ans. Lui, il avait, je ne vais pas dire de bêtises, mais je dirais 22, 23. Et ça a été pour moi une bascule, vraiment, parce que je ne savais pas en fait ce que c'était de perdre quelqu'un de cher, quelqu'un de jeune, quelqu'un comme ça de manière accidentelle, donc violente. Et de là aussi, j'en ai tiré quelque chose de positif, même si il est évident que je préférais qu'il soit toujours là. Ça a été hyper dur. Mais je me suis dit, la vie est courte, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Et je vais profiter, vraiment je vais profiter. Et depuis, d'ailleurs une émotion, mais c'est vraiment ça, c'est que depuis, chaque jour, je pense à la mort, mais chaque jour, c'est un moteur de vie. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelque chose de glauque ou de sombre, c'est quelque chose qui au contraire me met de l'énergie et me fait prendre conscience à quel point la vie elle est précieuse. Et ça intensifie tout ce que je vis. Les choix que je fais, je les fais toujours en me disant, attends, là si tu dois mourir, est-ce que tu es fière de toi ou tu n'es pas fière de toi? Est-ce que tu aurais des regrets, tu n'aurais pas de regrets? Quand je quitte quelqu'un, les gens qui me connaissent ils vont dire, oulala, elle pense à ça tout le temps, mais quand je quitte quelqu'un de jeune qui va bien, hein, je me dis toujours peut-être que c'est la dernière fois, donc je veux toujours être dans quelque chose de qualité. Enfin après, ça peut être aussi...
très basique et c'est pas toujours très profond, hein, mais en tout cas, ouais, profiter un maximum. J'aime la vie et voilà, j'ai envie de dire merci à mon cousin pour ça parce que de cet événement qui a été tragique, ben, ça m'a beaucoup appris. Ouais, et du coup, ça questionne, moi je dirais même, est-ce que penser à la mort du coup, est-ce que c'est vraiment une envie d'avoir une vie plus épanouissante, justement dans le profiter, là, à l'instant présent, et de se dire que ouais, demain, ben, on sera pas où on sera, hein, malheureusement. Et moi j'ai étudié ça, justement, parce que je savais qu'on allait en parler lors de cette interview, et effectivement, il y a des études qui démontrent que de penser à la mort, quotidiennement, ben, en fait, ça a des effets bénéfiques. Ah. Donc je vais vous en donner quelques-uns. Ça donne une plus grande gratitude envers la vie. Ça nous donne des priorités de vie beaucoup plus claires, selon les études, hein, c'est pas moi qui ouais, le dis. je rejoue. Une plus grande ouverture aux autres, donc une facilité, une plus grande ouverture aux autres. Bon, bah, bien sûr, ça je trouve ça fabuleux. Et une meilleure gestion du stress. Et en recherchant un peu, justement, parce que je prépare mes interviews quand même, les enfants, j'ai trouvé un exemple inspirant. Donc, bon, je savais déjà que dans certaines cultures, la mort, elle est fêtée. Oui. Voilà, par rapport à nos sociétés occidentales, où bah, nous c'est plutôt la tristesse, voilà, la cérémonie. Bah, là on fait la fête, parce qu'il y a carrément des cultures où on prend le corps hein, et on le fait danser. Et ben, j'ai trouvé qu'il y avait un peuple au Bhoutan. Ah, bah oui. Donc c'est un petit royaume qui se trouve en Himalaya là-bas. Bah, eux en fait, ils ont carrément fait une conscience quotidienne sur la mort. Ah, bah. C'est-à-dire que chaque jour, ils font des méditations, ils font des rituels et ils discutent. Voilà. Donc tu vois, tu en parlais dans tes discussions, l'importance de discuter, d'échanger. Donc chez nous, la mort, souvent dans nos sociétés, c'est vraiment un sujet tabou. Et c'est caché. C'est caché. Et bien là, ils en parlent. On arrive aux funérailles, donc comme je parlais, ben, ils la fêtent. Puisque finalement, la mort, pour eux, c'est une fête de la vie. Et il y a un rapport au temps, justement, qui est complètement différent. Et je trouve ça chouette, en fait. Ben oui, ça enlève beaucoup de peur, en fait. Et ça rejoint alors un peu une expérience que j'ai eue plus récente, qui malheureusement, j'ai dû accompagner mon papa qui avait Parkinson et qui a eu Lévy. Donc Lévy, c'est comme un Alzheimer accéléré. Alors, c'est aussi parce que j'ai la foi, ça s'explique pas, voilà, donc j'ai eu la chance, je dis la chance parce que pour moi c'est un peu comme un cadeau qu'il m'a fait, c'est-à-dire une confiance qu'il m'a faite dans le fait d'accepter de lâcher au moment où j'étais là. Donc, j'étais dans la chambre avec lui et c'était ses derniers instants. Et j'ai fait un petit mantra bouddhiste qui m'est venu comme ça, que j'avais appris grâce au livre tibétain de la vie et de la mort, qui est un excellent livre que j'ai adoré. Et j'avais retenu ce mantra-là, alors que je n'ai pas une grande mémoire, j'ai retenu celui-là. Et donc je l'ai pratiqué. Je me suis assise et quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu comme une lumière et j'ai entendu mon père qui cessait de respirer. Et j'ai eu une joie qui est très étrange, parce que j'adore mon père et il me manque, et voilà. Mais j'ai ressenti une vraie joie. Et d'ailleurs, ma mère a été choquée parce que je suis sortie de la chambre en disant « il est parti » avec un grand sourire. Ma mère a dit c'était bizarre quand même. Et ça m'a pas quitté cette confiance et cette joie. Et c'est comme si je sais qu'il est là, enfin en tout cas il est quelque part, et je ressens des choses très positives en fait. Donc j'ai conscience que ça m'appartient et que c'est difficile pour des personnes qui souffrent énormément quand quelqu'un décède et que je respecte ça complètement. Et puis là, je parle du décès de mon père et peut-être qu'un jour, malheureusement, j'aurai un décès qui sera beaucoup plus difficile pour moi. Mais celui-ci, en tout cas, il a été pour moi aussi une belle expérience. Mais je trouve que c'est beau ce que tu dis parce que moi, je pense que déjà, il y a une malconnaissance. La mort, comme tu dis, c'est vraiment tabou dans nos sociétés. En fait, moi, je suis partisane d'en parler. Pourquoi ? Moi, j'y ai été confrontée très tôt, à 2 ans et demi. Et en fait, pour moi, la mort, elle fait partie de la vie. J'ai choqué plusieurs gens hein, dès le départ. Pourtant, c'est une réalité quand même. Hein. Oui, mais justement, dans ces sujets tabous, nos parents, nos grands-parents ne parlaient pas de la mort, on est bien d'accord. Non. Voilà, c'était très, faut pas dire, faut se cacher. Donc on n'a pas eu cette culture, on pouvait en parler en liberté. Moi, le fait d'y être confrontée très tôt, je me suis dit, mais en fait, c'est quelque chose de normal.
Donc bien sûr qu'il y a des décès qui te touchent plus que d'autres, mais tu vois, je trouve ça très beau quand tu parles de ton papa, parce que cette joie pour moi c'est une sérénité en fait, qui t'arrive, et attention, je rejoins Delphine, bien sûr qu'il y a des gens qui vont vivre dans la douleur parce qu'il va avoir le manque, parce que c'est très dur à passer, et bien sûr qu'on le respecte, là-dessus il n'y a aucun souci, mais je pense que plus on parle de la mort, plus pour nous, c'est pas qu'elle est plus facile, c'est qu'il y a cette sérénité qui arrive. Mais il y a aussi la question de l'acceptation, c'est-à-dire que ce qui fait souvent mal dans la vie, même en général, c'est quand on résiste. Et quand il y a une forme d'acceptation, se lâcher prise, c'est beaucoup plus doux. Et ça fait partie aussi, voilà, il y a des endroits où on peut être plus dans l'acceptation et on est prêt. Et il y a des endroits où on ne l'est pas et où on résiste et où c'est très douloureux. Et ça s'apprend, les amis, hein, de lâcher prise. Et ça prend beaucoup d'années. Moi, je parle pour mon cas, là. Oui, puis on n'a pas fini. Ben non, parce que la vie, c'est une aventure jusqu'au bout. Ouais, oui, et c'est ça qui est chouette. Ouais. D'accord, donc là, on a vu le décès de ton papa. Être mère, ah oui, être mère, ça a été une étape essentielle de ma vie. C'est la plus belle chose qui soit. Enfin, quand je dis ça, c'est... J'ai bien galéré, je galère encore un peu, hein, voilà. Mais mes filles, je dis toujours, c'est mes plus grands maîtres. Voilà, c'est mes maîtres de vie. Parce que cet amour inconditionnel fait que, même quand c'est dur, ben on doit continuer à être là et on doit faire avec et on doit dépasser. Et donc, elles m'ont énormément appris. Elles sont toutes les deux très différentes. Et elles sont toutes les deux, forcément c'est mes filles, j'allais dire magnifiques, mais elles ont des qualités humaines et enfin moi je suis très admirative de tout ce cette nouvelle génération aussi, qui est très différente de la nôtre. Quand on dit la maternité c'est fantastique, être mère c'est facile, c'est l'instinct, etc. Voilà, moi je comprends tout à fait les mamans qui dépriment, qui ont des difficultés et pour qui c'est pas si facile que ça. Voilà. Vraiment. Ouais, t'as dit deux choses essentielles pour moi. Je pense que moi, je suis pas mère, hein, mais je pense qu'être maman, c'est un des plus beaux rôles. Comme tu dis, c'est parce qu'on parle d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, comme tu dis, il y a des moments plus compliqués que d'autres, mais il y a cet amour inconditionnel que seul un enfant peut te donner. Ou peut-être ceux qui sont très animaux. Voilà, je pense aux gens qui adorent les animaux, voilà. Il y a cet amour inconditionnel quoi qu'il arrive. Et deuxième chose, comme tu dis, on entend grossesse, nani nana. Non, moi j'ai plein de femmes autour de moi, des amies, qui ont très mal vécu leur maternité, qui ont fait des dépressions, un postpartum, qui ont eu carrément un rejet. En plus très tabou, tu vois, tu deviens mère, dire... t'as honte de me dire, bah non, moi cet enfant, c'est pas qu'elle le veut pas, c'est qu'elle sait pas comment faire. Et voilà, mais il se cache d'autres choses derrière. Et d'où l'importance qu'on dise aussi dans ma première interview, autant il faut donner beaucoup d'amour, même comme on disait, pendant les 9 mois dans le ventre de la maman, que ce soit le papa, les frères et sœurs, toute la fratrie, autant Sonia disait, accompagner aussi les mamans, c'est très important aussi, pour que les mères se sentent sécurisées avant l'arrivée du bébé. Et je pense qu'elle a raison là-dessus. Et c'est beau de t'entendre parler de tes filles comme ça. Et je voulais rebondir aussi sur autre chose. Moi, j'ai souvent l'impression, des fois, de me dire, waouh, cette génération, tu vois, un peu de passer pour la vieille conne, hein, clairement, on va se le dire. Mais par contre, je te rejoins, je trouve qu'il y a des choses fabuleuses. Ah ouais. Vraiment. Je trouve qu'ils ont des petits trucs qu'on n'avait pas forcément. Ah bah, ils sont beaucoup plus dans l'enfant libre que nous. Nous, on était plus dans l'enfant normatif, donc s'adapter, voilà, être sage, être dans les clous, être dans les règles. Eux, ils sont beaucoup plus dans l'enfant libre, donc à la fois, parfois c'est trop, hein. Ils ont une liberté et ils sont, évidemment pas tous, mais dans la plupart des jeunes quand même, ils sont bien dans leur peau, hein. Avec l'adolescence bien sûr, où on peut avoir des difficultés, mais je veux dire, ils sont plutôt bien. Il n'y a pas longtemps, j'ai accompagné ma fille, je ne dirais pas pour quel concert, parce que quand même, je n'en suis pas très fière, mais j'ai accompagné ma fille. Joule. Je dirais pas. Pour un concert de rap avec des paroles où j'étais là... Ouais. Alors j'étais la grand-mère au milieu de toutes ces jeunes. Oui, vous avez des expériences. Non, pas la grand-mère Delphine, la daronne, s'il te plaît. La daronne. Donc j'ai accompagné ma fille à un concert, alors au début un peu réticente, puis je me suis dit, allez, t'y vas, profite, enfin, essaye de voir le côté positif, sinon ça sert à rien, tu vas pas. Et donc j'y suis allée, et en fait,
je me suis laissée porter par cette énergie de tous ces jeunes qui connaissent les paroles, qui avaient le sourire, ils étaient joyeux. J'ai occulté les paroles et je me suis dit, waouh, mais la jeunesse, elle est belle en fait. Et on est toujours en train de leur dire le monde va mal, l'écologie va mal, etc. C'est vrai, mais ok, mais ils ont le droit aussi d'être dans cette légèreté, ils ont le droit aussi d'être là-dedans et ils le sont. Moi, je trouve qu'on a beaucoup de choses à apprendre aussi des jeunes d'aujourd'hui. Ouais, je partage. Et ils sont dans cet instant présent. Delphine, du coup, maintenant je voudrais savoir dans ton quotidien, ou peut-être des choses que tu as rencontrées, que tu as apprises, qui te guident tous les jours, qui t'animent. Alors, il y a une lecture qui a été hyper importante dans ma vie, qui me soutient toujours, c'est Les accords Toltec de Don Miguel Ruiz. J'espère que je le dis bien. Ces 4 accords, beaucoup de gens connaissent, mais c'est vrai que lire le livre, ça permet de comprendre vraiment en profondeur chaque accord et c'est, pour moi, je les ai appliqués et maintenant ça fait partie de ma vie et ça fait partie des tournants, vraiment des lectures qui ont été déterminantes dans mon cheminement. Donc les 4 accords, c'est n'en faites pas une affaire personnelle, c'est-à-dire que quand on vit une situation difficile avec quelqu'un, souvent on se culpabilise, on se dit bon ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait qui va pas, et pourquoi il m'aime pas, et pourquoi ça, et pourquoi si. Bah en fait, le fait de se dire ça parle de la personne, ça appartient à la personne, ça veut pas dire qu'on se remet pas en question non plus sur parfois des choses qu'on fait, et voilà, c'est important aussi d'écouter ce qu'on dit, mais c'est bien aussi de mettre à distance. De mettre à distance, ouais. Ouais. Alors hier, quelqu'un me coupe la route. Et donc je lève les bras comme ça au ciel, de dire sympa quoi. Il me regarde et il me regarde vraiment avec un petit sourire. Il me fait un comme ça, genre allez, toi la femme au volant, tais-toi. Donc ça m'a bien énervée. Mais tout de suite, ça m'énerve, j'accepte cette colère, je me dis c'est vraiment n'importe quoi. Il ne sait même pas se remettre en question. Il m'aurait juste dit oh désolé, c'est bon, pas de souci. Oui, ça passe. Voilà, aucun souci. Moi aussi, parfois je me fais des erreurs en voiture, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça m'a vraiment énervé. Et après, je me suis dit, mais attends, ça parle de lui, ça parle de son incapacité à se remettre en question, ça parle de. Peut-être c'est un gros macho, voilà. Et je mets à distance. Et je me prends plus la tête avec ça, quoi. Et ça me permet de mettre mon énergie à des endroits qui sont importants pour moi et pas ruminer et tourner en boucle avec des choses qui sont pénibles. C'est beau, Delphine. Parce que moi, ça m'arrive. Je pète les plombs. Oui, mais c'est bien d'avoir la colère, je trouve. Mais c'est pas la peine d'être en colère pendant 3 heures parce que ça sert à rien. Mais attends, je te dis ça fait des années que je pratique parce qu'au départ, c'était pas si facile que ça. Et là, c'est pas avec quelqu'un d'intime. Quand c'est quelqu'un d'intime avec qui c'est compliqué, on vit quelque chose de difficile, c'est déjà plus compliqué de faire ce chemin et de mettre à distance. Oui, mais comme tu dis, je pense que c'est comme tout dans la vie, je pense que c'est en faisant qu'on y arrive. Mais ce qui est chouette, c'est de te dire qu'il y a, comme tu dis, accepter ton énervement, ta colère, ça c'est normal, parce que je pense qu'il faut laisser exprimer ses émotions. Mais de suite, comme tu dis, hop, ça rebondit comme une petite balle de ping-pong en fait. Ça arrive, mais ouf. Après tout, ça lui appartient. Peut-être que le mec s'est frustré, peut-être qu'il s'est mal réveillé ce matin. On ne sait pas la vie des gens. Mais moi, je te dis bravo, parce que autant dans d'autres situations j'y arrive, autant en voiture. Moi, je fais partie, comme la plupart des Français, je me transforme. Je deviens quelqu'un d'autre dans ma voiture, donc c'est assez drôle. Non, mais c'est chouette. Donc c'est vraiment cette lecture donc, qui a été un tournant dans ta vie, et qui ensuite tu t'appliques en fait, et qu'à force de t'exercer, c'est comme tout dans la vie. Moi je reprends toujours l'exemple on a tous appris à conduire, où c'était très compliqué alors peut-être pas pour tout le monde, j'entends déjà les garçons derrière, mais en tout cas de débrayer à l'époque parce qu'on n'avait pas de voiture automatique, penser à mettre la première, regarder dans son rétro et tout, et finalement c'est des choses qui deviennent automatiques. Et moi je pense que tout dans la vie avec du travail peut arriver et se faire en fait. Oui. C'est chaque chose en son temps, pas se dire bon, il faut tout que je change d'un coup, c'est trop compliqué, mais si on axe son attention sur quelque chose et on dit tiens ça je vais y être attentif, déjà d'en avoir conscience c'est une première étape, et après c'est petit à petit mettre en place avec bienveillance, avec douceur, et si ça nous tient à cœur et si c'est important pour soi, moi je fais jamais rien en me disant il faut que je le fasse
Et s'il n'y a pas l'envie, parce que ça marche pas, ça tient pas dans le temps, et puis c'est pas ok avec moi, donc je le fais toujours si c'est vraiment ok. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'après je renvoie la balle à l'intérieur de moi par rapport à voilà, ça ne m'appartient pas, je rajoute aussi que j'envoie, quand je suis bien lunée, une pensée positive, j'envoie de la bienveillance, j'envoie de la lumière, j'envoie le message, j'espère que cette personne elle va peut-être cheminer là-dessus, ou voilà, quelque chose de positif aussi, parce que je crois vraiment que les pensées, elles ont... Une vibration. Oui, elles sont importantes et elles jouent sur la matière, les pensées sont puissantes. Voilà. Ouais, moi je partage complètement. L'énergie pour moi c'est des vibrations, c'est une puissance. Et moi je rends souvent, quand je dis des choses pas gentilles, je rends à l'univers. Parce qu'en fait on est tous émetteurs. Et puis on est tous humains, il y a des jours avec 100, des jours un peu plus. Mais je trouve que justement, comme tu dis, toi seulement tu acceptes, ça rebondit et en fait ça appartient à l'autre. Donc comme tu dis, ça fait partie des accords Toltec, tu ne le prends pas personnellement. Et en plus tu envoies de la générosité, de la bienveillance en se disant allez, je repars cette énergie pour que cette personne... voilà. Parce que peut-être qu'effectivement ce matin-là elle était mal luminée. Peut-être que j'ai mal interprété son bisou avec son petit sourire. Ah là là. Jusque peut-être qu'il te trouvait mignonne, Delphine, et qu'il s'est dit bon. Voilà. C'était une approche un peu bizarre, mais bon, dans la vie... C'est ça. Ok, donc si je reprends donc les 4, moi il me semblait qu'il y en avait 5 d'accord, Tolkien. Ah, il y en a un 5e après qui a oui, La maîtrise de l'amour, je crois, qui est très bien aussi. Il y a aussi un autre livre dans la même lignée, avec la même famille, sur l'attachement. Hyper bien aussi. Bon, mais les 4 accords, il y en a un deuxième qui rejoint ce que tu viens de dire, c'est avoir une parole impeccable. Alors, impeccable, ça me fait un peu peur, mais c'est là aussi, c'est faire attention à la manière dont on se parle à soi, de soi. Déjà, parce que moi, quand j'ai réalisé, il y a longtemps, comment je me parlais à l'intérieur de moi, déjà, je me disais tu, je me disais pas je. Ensuite, je n'avais pas toujours des paroles bienveillantes, j'étais plutôt en train de me critiquer, de me juger, de me malmener. Et quand j'ai réalisé ça, que petit à petit, j'ai fait l'effort de transformer ça, ça aussi, ça a été hyper puissant, vraiment. Oui, tu as modifié, mais je partage complètement. Je crois qu'on va partager complètement beaucoup de choses avec Delphine. Tant mieux. Mais ça switch en fait. Mais comme tu dis, c'est beaucoup d'efforts. Hein. Ouais. Parce que c'est beaucoup de reprises, attention, parce que la petite voix qu'on a à l'intérieur depuis notre naissance, quand déjà elle a été mal dès le départ, pour la remodifier, c'est compliqué. C'est pas inné, hein, les amis. C'est beaucoup de travail d'introspection, beaucoup de travail aussi en étant accompagné parfois, et de se reprendre, c'est toujours des reprises, et c'est petit pas par petit pas qu'on arrive à faire un beau chemin. C'est ça, et ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup, complètement. D'accord. Et dans la parole impeccable, c'est la manière aussi dont je parle des autres, c'est-à-dire que j'ai appris à ne pas dire de méchanceté, de choses inutiles, de critiques. Bon, et puis déjà après, je trouve que après on n'en a même plus. Enfin, on juge toujours à l'intérieur de soi, même si on plus ou moins. Ça, je pense que c'est un peu instinctif, mais ne pas l'entretenir en tout cas, et d'être le moins possible dans le jugement, d'être de plus en plus dans l'ouverture, la tolérance. Et ce que je fais aussi, c'est que quand une situation m'agace ou quand quelqu'un m'agace, j'ai 2 confidents, pas plus. Enfin, je peux en parler à d'autres personnes, mais en gros, l'idée, c'est je vais en parler à 2 personnes, 2 fois. Comme ça, je dépose, j'ai un regard extérieur, parce que c'est 2 personnes qui sont complètement différentes et qui ont un regard différent sur la vie. Ça me nourrit, ça me fait un retour intéressant. Et stop, et je ne vais pas commencer à ruminer, à entretenir et à faire de ce qui m'a énervé quelque chose que je vais traîner. Voilà. Donc, ça, c'est un bon tips, je trouve. C'est un très bon tips. Non, mais t'as raison. Parce que moi, je pense que c'est profondément humain de juger. Oui. À un moment, on n'est pas dans le monde des bisounours. Non. Mais comme tu dis, j'aime beaucoup, c'est de ne pas l'entretenir. Et comme dit Delphine, une fois que tu t'es déchargé, hop, tu passes à autre chose. Moi, je suis pas parfaite, hein, les gars. Moi non plus. Hein. Mais je trouve que c'est super intéressant. Donc, c'est un bon tips. Ouais, bon, tant mieux. Donc, merci Delphine. Et après, dans les autres accords, c'est faire toujours de son mieux. Ça aussi, c'est hyper important.
Et en fait, dans toujours faire de son mieux, ce que je rajouterais, c'est toujours faire de son mieux en conscience. C'est-à-dire que parfois, il y a plein de gens qui font plein de choses bien, mais comme ils ne le font pas en conscience, c'est comme s'ils ne l'ancraient pas, donc ils ne savent pas à quel point ils font déjà des choses bien. C'est ça, de conscience, et moi je parle aussi d'intention. Oui. Et je pense que l'intention, le pouvoir de l'intention, c'est... Tu peux déplacer des montagnes, quoi. Quand tu es aligné entre ce que tu ressens, ce que tu penses, et que ça rejoint le lâcher prise, tu lâches prise, c'est-à-dire que tu acceptes la situation et tu restes ouvert, tu es dans la confiance, les choses elles arrivent, elles se manifestent en fait. Ouais, les choses arrivent. Ça c'est aussi un autre sujet intéressant. Comme tu dis, plus tu apprends sur toi, plus tu travailles sur toi. On rigole souvent en disant tu verras, l'univers t'apportera les choses, les gens au bon moment. Moi j'y crois à 300%. Aussi. D'ailleurs, on en parlera si tu veux bien après. C'est ça. Plus tu travailles sur toi, plus tu vas à cette découverte, qui se fait parfois dans la souffrance, plus tu t'alignes en fait. Et plus tu t'alignes, plus l'univers va t'amener les choses. Donc c'est chouette. Donc l'écoute. Ouais, ne pas prendre les choses personnellement. C'est ça. Faire attention, on appelle ça le clean langage, sur la bienveillance. Ça c'est un petit tips pour Isabelle Loire. Le clean language. Et ne pas faire de suppositions. Parce qu'on est quand même les rois de... Ah tiens, il m'a pas dit bonjour, et ça rumine, et ça part dans des scénarios pas possibles, qui ne nous font pas toujours du bien, parce qu'ils sont sans fin. Puis après, on va coller quelque chose à quelqu'un, et souvent on est à côté de la plaque. Donc le mieux, c'est la communication. Je suis d'accord. Ça, c'est pareil, c'est le nerf de la guerre dans le monde... chez le couple, en famille, la communication, c'est loin d'être facile. Et pourtant, c'est aussi c'est essentiel, quoi, une bonne communication. Bah, c'est la base, comme tu dis, tu viens de dire deux mots, pour moi c'est la base essentielle. Donc moi, j'étais pas la reine de la communication. Moi non plus. Voilà, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Ouais. Et d'où l'intérêt de travailler sur soi. En faisant tout le puzzle, avec des professionnels bien sûr, que tu déconstruis une image de toi qui n'était pas la bonne. Et justement, tu remets tous ces petits puzzles. Je dis ça parce qu'il y a un puzzle sur la table de Delphine et moi j'adore ça. Et en fait, c'est recoller tous les morceaux et vraiment pour être la personne que tu es profondément. Avec ses défauts, avec ses qualités, mais qui vit parce que elle est telle qu'elle est et elle porte pas de masque et elle se met face aux gens. Après, ça plaît pas, ça c'est mon caractère. Hein. Vous savez, les amis, on n'est pas fait pour plaire à tout le monde, mais en tout cas, on est vrai dans ce qu'on est. La congruence. C'est ça. Donc les accords Toltec, je le recommande parce que c'est un ouvrage qui est puissant et qui pour moi m'a allégé de plein de choses et m'a permis de mettre vraiment mon énergie dans ce qui était important pour moi. Ouais, mais c'est chouette. Mais ce que je ferai, les amis, c'est que je vous mettrai le lien. Mais voilà, tous les ouvrages qu'elle nous donne ou tous les tips, je vous les mettrai en fin de ma vidéo. Après, je sais qu'il y a encore plein de choses avec toi, donc parce que j'ai des petites anecdotes en amont. En fait, quand on parle d'alignement et qu'on parle de la puissance quelque part, un peu de quand on est aligné, quand on est dans quelque chose qui nous donne de l'enthousiasme, eh bien, il y a des petits miracles de la vie. Et un des petits miracles de la vie que j'ai pu vivre, je vous raconte rapidement, mais c'est parce que c'est quand même rigolo comme anecdote. J'ai étudié le bouddhisme parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est une philosophie qui me parle beaucoup. Et donc j'ai lu beaucoup de livres de Matthieu Ricard. D'ailleurs, on n'est pas obligé de s'intéresser franchement au bouddhisme pour lire des livres de Matthieu Ricard parce qu'il est beaucoup dans des approches de bienveillance, d'ouverture, de philosophie, enfin voilà. Juste Delphine, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas, Matthieu Ricard c'est qui? Donc moi je Ricard, vois sa tête, hein. Pour moi c'est un moine. C'est un moine bouddhiste et Voilà. qui est traducteur du Dalai Lama et qui a écrit beaucoup de livres. Il avait un papa, je ne vais pas dire de bêtises, mais qui est un grand scientifique et qui justement ils ont écrit un livre où ils ont confronté leurs idées entre philosophie bouddhiste et puis la science. Bon, bref. Le côté cartésien. C'est ça. Matthieu Ricard notamment a écrit un livre Plaidoyer pour l'altruisme, la force de la bienveillance, et il défend beaucoup les animaux, la nature, les animaux.
Parce que c'est vrai que ce sont des êtres sensibles et c'est pas parce que l'homme aujourd'hui domine, on va dire, d'une certaine manière le règne animal qu'il doit pas le respecter, il doit pas prendre en compte la souffrance. Et ça, c'est quelque chose qui me touche aussi beaucoup. Ils nous apportent beaucoup, ils sont porteurs de sagesse, ils sont porteurs de beaucoup d'amour aussi. Enfin, j'ai un chat. Quand j'avais un moment un énorme chagrin, je me rappellerai toujours, ils font ça, hein, les chats. Hein, elle est venue là sur moi, elle a mis sa tête là alors qu'elle ne le fait jamais. Hein, et elle a ronronné, ronronné, ronronné. Et je savais que c'était un cadeau qu'elle me faisait pour me consoler. Et c'est, voilà, on peut vraiment créer un lien d'amour fort avec un animal. Et c'est pas parce que un poulet est dans une batterie ou un cochon est dans une batterie qu'il n'a pas toute cette sensibilité et toute cette beauté de la vie. Mais voilà, on fait bien la part des choses entre ceux-là, on les maltraite et on s'en fiche, et puis ceux-là, on va les dorloter. Alors que ce sont tous des êtres sensibles, comme les êtres humains. Hein. Et donc Mathieu Ricard, voilà, j'ai lu des livres de lui, et à un moment je vais chez une amie, et je lui dis, oh là là, je lis des livres de Mathieu Ricard, qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce que j'aimerais le rencontrer. Et cette amie me dit, bah c'est mon cousin. Et là, c'est énorme. C'est énorme. Là, je la regarde, je la crois pas trop, je fais ouais, c'est ça. Elle m'a dit, si, c'est mon cousin par alliance. Non mais juste 2 secondes. Quelle chance on a. C'est ça. Mais je sais pas, c'est une chance sur 1 million, c'est pas possible. Ah mais ouais, j'ai eu vraiment le sentiment que j'allais gagner au loto. Ah bah c'est le jackpot. Voilà, j'avais gagné au loto. Et en même temps, quand c'est comme ça, c'est à la fois incroyable et c'est à la fois comme si c'était normal. Je sais pas comment dire. Il y a un peu ce côté waouh, mais il y a ce côté, on est tellement dans une énergie proche, je sais pas comment dire, mais que c'est plus aujourd'hui que maintenant je regarde et je fais ah ouais quand même c'était énorme. Mais à l'époque j'étais ravie, hein, j'étais très heureuse, mais c'était. Non mais c'était logique pour toi, moi je comprends dans l'instant présent. Voilà. Et donc je lui ai donné une lettre pour Mathieu Ricard et puis elle l'a envoyée et puis il m'a répondu et j'ai eu la chance d'avoir 1h30 d'entretien avec lui à Paris où on a échangé, je lui ai posé plein de questions, voilà. Mais moi je trouve ça fabuleux. Ah ouais, c'était un beau cadeau. Hein. Et puis même lui il a accepté de t'accorder un entretien. J'étais même gênée, je lui disais merci de prendre quand même de votre temps pour moi parce que je me disais qui suis-je pour prendre 1h30 du temps de Mathieu Ricard. Bah tu es Delphine. Mais ah ouais, c'était fabuleux, fabuleux. Et en fait, de cette rencontre, il y a eu plein comme ça de projets qui se sont enchaînés un peu de la même manière. C'est-à-dire que j'avais suivi une conférence de Mathieu Ricard dans laquelle j'avais rencontré une personne qui s'appelle Malika et qui est rayonnante. Et suite à cette rencontre, déjà lors de la conférence, Mathieu Ricard avait dit en gros, faites ce que vous pensez qu'il est bon de faire pour incarner vos valeurs sur la planète. Et j'avais dans l'idée de créer des ateliers philo, parce qu'à l'époque, je travaillais dans une école et j'aimais pas trop le côté punition au coin, pas de sens. Donc je m'étais dit, tiens, comme punition, je vais leur faire réfléchir sur une question philo. Donc c'était déjà là. Et donc grâce à Malika, je rencontre une jeune femme et puis je lui dis, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais créer des ateliers philo, je suis en train d'y réfléchir. Et elle me regarde vraiment surprise, elle me dit, c'est incroyable que tu me dis ça parce que je suis porteuse d'un projet avec Frédéric Lenoir et on ouvre une formation pour créer des discussions philo. Donc Sève, savoir-être et vivre ensemble. Et donc j'ai fait partie des premières formations et j'ai suivi cette formation. Donc ça aussi c'était quand même fou de rencontrer la personne qui justement... Moi je trouve ça dingue. Ah ouais. Et là récemment, j'ai participé à un projet de danse génial, Cercle. On était 200 à danser tous ensemble en cercle sur l'île de la Barthelasse pendant le festival IN l'année dernière en 2024. C'était génial. Et mon compagnon qui a plein de belles qualités et qui composait un morceau de piano magnifique, je me suis dit il faut en faire quelque chose. Et de ça plus ça, je me suis dit pourquoi pas imaginer qu'on propose à tout à chacun de danser dans la ville sur n'importe quelle danse, n'importe quel style, n'importe quel âge,
ils envoient la vidéo et nous on crée un clip à partir de la musique de David Carati, David Bomelou, et on crée un clip qui regroupe toutes ces danses, et donc ça fait quelque chose d'artistique, de créatif, d'un lieu de partage. Et j'en parle à Julie Charlier, que je rencontre, avec qui j'ai travaillé sur un très beau projet Classe Départ. Et elle me dit, ah ben justement, pour le parcours de l'art, il nous reste un créneau. Allez banco, on fait ça. Et donc on a pu créer ce projet qui s'appelle Danse ta ville et qu'on renouvelle là en 2025, qui a été, voilà, c'est Mathieu Ricard, Frédéric Lenoir, Danse ta ville, ça fait partie des choses qui se sont faites de manière fluide, avec beaucoup d'enthousiasme, et dans quelque chose de... C'est tous ensemble, enfin on est tous interdépendants, et c'est tous ensemble que tous ces projets ils ont pu voir le jour, et c'est ce qui fait que la vie elle est magique, que la vie elle est intense, qu'elle est belle. Ah bah oui, là c'est vraiment une belle démonstration. Moi je trouve ça magnifique. Et on rejoint ce qu'on disait, c'est qu'au fur et à mesure, tu es dans des projets qui te plaisent, dans des esprits très créatifs. Parce que moi, Delphine, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est cette créativité. Et je veux dire le mot, hein, je te l'avais dit même, perché. Mais quand moi je dis moi le mot perché, c'est pas du tout péjoratif. C'est perché dans le bon sens. Voilà. Moi, pour moi, Delphine, elle a ça, tu vois, on va parler, t'es pas de nom. Delphine, tu as ce côté perché, mais moi quand je dis perché, c'est beaucoup de bienveillance, c'est vraiment quelque chose de très positif pour moi, où déjà je trouve que tu es ultra connecté, mais ultra connecté aux autres. Tu vois? Il y a cette créativité, toujours cette envie que l'un soit avec l'autre entremêlé en fait. Donc je trouve que c'est chouette. Oui, j'ai beaucoup de chance et j'éprouve beaucoup de gratitude pour toutes ces rencontres et quand je rencontre des nouvelles personnes, tu fais partie de ces personnes et il y en a tant d'autres, je me dis toujours, mais c'est beau, enfin, ça fait partie vraiment de la beauté de la vie. Et dans mon cabinet, vraiment, je l'ai déjà dit, mais vraiment, j'ai tellement d'amour pour toutes les personnes qui viennent me voir. Et quand je dis ça, c'est sincère, je les trouve toutes belles. Mais tu as pas besoin de le dire, ça se voit, Delphine. Je les trouve toutes belles. Je suis très, très admirative de... Là, je dis des petites personnes, mais parce que je pense à une personne qui est toute petite, toute menue, et qui pense qu'elle n'est pas grand-chose. Mais moi, quand je la vois, je vois tellement quelqu'un qui est waouh. Et j'aimerais que ces personnes-là puissent se voir comme moi je les vois. Et ben voilà, je les accompagne pour en tout cas qu'elles puissent voir ce waouh. Oui, mais c'est là qu'il y a vraiment le rôle de thérapeute qui rentre en compte, et c'est cette beauté de justement qu'elle ait cette vision que toi tu as d'elle. Parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent de ça, et qui ne se voient pas tels qu'ils sont, avec plein de qualités, et qui pensent qu'ils sont nuls, qu'ils ne sont pas assez bien. Mais je trouve que ouais, le métier de thérapeute, c'est vraiment un beau métier. Ouais. Donc ces gens ont de la chance, mais voilà. Et nous, je pense que les gens ont de la chance aussi de t'avoir dans leur vie. Enfin, l'un va pas sans l'autre pour moi. Du coup, moi, Delphine, déjà, je trouve que ton parcours il est passionnant, que tu fais plein de choses. Beaucoup, oui. Donc ça, c'est vraiment chouette. Pour notre communauté là, qui nous écoute, quels conseils tu pourrais donner dans la vie de tous les jours, que ce soit l'interaction avec soi-même, avec les autres, pour essayer de le vivre d'une façon vraiment épanouie? Devenir son meilleur ami, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire vraiment se faire du bien, avoir le regard le plus doux possible sur soi, accepter ce qu'on aime moins chez soi et se dire c'est par là, elle a peut-être besoin que je la console, que je prenne soin d'elle, etc. Mais vraiment devenir son meilleur ami, parce que c'est quand même la personne qu'on fréquente le plus dans notre vie soi-même, donc c'est important d'être son meilleur ami. Et après, on en parle souvent, mais c'est vrai que c'est essentiel, c'est les petits pas. C'est-à-dire d'accepter de faire des petites choses petit à petit. Et que toutes ces petites choses, petit à petit, ces petites touches, c'est ce qui va faire le cercle vertueux, c'est ce qui va faire que tous les jours
peut être une journée riche, importante, chouette. Par exemple, en ce moment, il y a des fleurs, c'est le printemps, et à chaque fois que je vois une fleur, je me dis, ouah, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie. Et j'ai pas envie de les cueillir, j'ai envie de les laisser pour que tout le monde puisse en profiter. Et de respirer une fleur, de voir une fleur, c'est quand même c'est magnifique une fleur. Et c'est facile, je veux dire, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui fait qu'on va se rendre la vie meilleure, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est-à-dire que si le seul truc, c'est je vais juste regarder les fleurs, bon, ça va être ça va être fragile quand même comme ressource. Oui. Mais si on fait ça, plus je mange quelque chose qui me fait du bien, je le fais peut-être en conscience, je fais une petite méditation de 5 minutes, je fais un compliment à une amie, je sens que ça lui fait du bien, je lui envoie un petit SMS, moi je vais me faire une mini balade, enfin, toutes ces petites choses dans une journée, ça fait partie du cercle vertueux. Et ça, c'est, je trouve, essentiel. Évidemment, c'est important aussi de travailler la base quand on a peut-être faire un travail sur soi, d'avoir un accompagnement, parce que quand il y a des grosses difficultés, il faut quand même aller les regarder, il faut en prendre soin. Et faire toutes ces petites choses aussi au quotidien. Moi, je te rejoins là-dessus, c'est que tous les jours, ça soit 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, de s'accorder ces petits temps. Ouais. D'admiration, de pause, et de se dire, waouh, la vie, elle est belle, quoi. Et je prends ce temps pour moi, je m'offre ce temps pour moi. Et je pense que ça, c'est super important. Ouais. Et après, comme tu disais, Delphine est là, puisqu'elle est thérapeute. Je pense aussi qu'il est important, il est essentiel, en tout cas moi je l'ai compris, quand tu as des répétitions dans ta vie, dans des choses qui t'amènent plus de mal que de bien, il est bon de faire un travail sur soi. Il y a un message là, il y a quelque chose à aller regarder. Vraiment, ouais. Et c'est un travail qui est compliqué, qui est douloureux, mais je pense qu'il est nécessaire. Déjà pour soi, comme tu dis, devenir le meilleur ami de soi-même, je pense que ça passe par ça. Et aussi pour les autres. Parce que forcément, ça va être le baromètre de tes relations avec les autres. Oui. Et j'avais entendu, je crois que c'est le pape qui est décédé, là, qui avait dit ayons le courage de la bienveillance, ayons le courage de la gentillesse. Parce que c'est vrai qu'on est aussi dans une société où quand on est gentil, ça veut dire qu'on est un peu bêta, on est un peu faible, alors que, mais pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans la société dans laquelle on est, il faut avoir le courage d'être dans la bienveillance, de se tourner vers les autres, de faire un pas vers les autres. Et j'aime bien cette citation, elle est aussi, je trouve, porteuse. C'est ce sur quoi je porte mon attention grandit. Ouais, c'est beau. Ah ouais, et c'est vrai. Si je me dis je veux amener plus de joie dans ce monde et que je regarde la joie partout, ça grandit à l'intérieur de moi. Et après, si je regarde que ce qui ne va pas, ça ne veut pas dire qu'on voit plus ce qui ne va pas. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'on souhaite alimenter le plus. On sait que c'est là, et justement parce que c'est là, tiens, j'ai envie de porter mon attention et de faire des choses qui vont dans le sens de mes valeurs et de ce qui est important pour moi. Ouais, c'est important ce que tu dis, c'est de ne pas être dans le déni des mauvaises choses qui peuvent se passer, mais vraiment se focaliser sur les choses belles, les choses positives. Et moi, je suis assez d'accord avec toi de dire, quand tu regardes une chose, la faire, oui, tu la fais grandir, effectivement. Donc c'est chouette. Et qu'importe ce que tu vis, ce qui est important, c'est ce que tu en fais. Ah bon, alors là, je partage 300, 400, 500, 600%. Et ça, c'est une petite souris qui me l'a dit dans un de mes rêves. C'est vrai? J'avais fait un rêve avec une petite souris qui me disait ça. Je me suis réveillée, je l'ai noté, et ça fait des années qu'elle m'accompagne aussi. Cette ah oui, moi j'en suis... moi, c'est intimement convaincue. Là, ça fait percher, hein, la petite souris. Oui, écoute, vive les perchés, j'ai envie de dire, dans ce sens-là, ça me dérange absolument pas. Mais en tout cas, moi, Delphine, je te remercie. Merci à toi. Moi, j'ai passé un super moment. Moi aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et est-ce que tu as d'autres projets là qui arrivent? Me souhaiter de continuer à être alignée, voilà, avec ces valeurs qui sont importantes pour moi. Et puis j'ai besoin de nature, donc peut-être me rapprocher encore davantage de la nature, c'est quelque chose qui est important.
Et vraiment, Fabricia, merci parce que Ah, ça aussi c'était un cadeau de la vie, je m'y attendais pas du tout, cette proposition d'interview. Sur le coup, je dis oulala, mais elle se trompe, c'est moi qu'elle veut interviewer. ah non, je ne me trompe pas, non. Et ça m'a fait un vrai challenge, c'est-à-dire ça m'a obligée à me dire tiens, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce qui est important, et puis je pensais pas que j'allais pouvoir parler autant. Ben, merci infiniment. C'est moi qui te remercie. Enfin, et je pense que les gens qui écoutent derrière, ben, ils le ressentent. T'es vraiment quelqu'un qui donne, donc non, c'est pas Delphine par hasard, c'est ben voilà, comme je vous dis, les gens, c'est vraiment des gens avec qui ben, j'ai des coups de cœur, il y a vraiment quelque chose qui se passe en fait. Et je trouve que ben, ce qu'il y a de plus beau, c'est de le partager. Et nous, tout ce qu'on veut, je crois, avec Delphine, c'est que ben, les gens ils aillent bien et que les gens soient heureux en fait. C'est ça. Donc c'est moi qui te remercie. Voilà, et puis je te souhaite plein de bonnes choses, et moi je dis hâte d'aller au prochain café philosophique, conversation philosophique, oui. quand il y aura de la place. En tout cas les amis, moi je vous mets tous les liens de Delphine en barre d'infos, avec aussi les ouvrages celle-là nous a donné. Et puis écoute Delphine, je te remercie beaucoup, je vais te souhaiter une belle journée. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Comme promis les amis, voici toutes les coordonnées de Delphine. Donc pour rappel, elle est psychopraticienne et animatrice de ces fameuses discussions philo. Elle a son cabinet donc aux Angles, à Angles Médipôle, donc ça se trouve dans le Gard à 10 minutes d'Avignon. Son site internet si vous avez besoin de plus d'infos, et vous en aurez plein, www.delphinedemangeon.com, donc Demangeon, D-E-M-A-N-G-E-O-N, et vous la retrouvez aussi sur Facebook et Instagram. Ici, nous retrouvons toutes les références données par Delphine, livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoché, plaidoyer pour l'altruisme, la force de la bienveillance, Mathieu Ricard, Kilomètre Zéro, Maud Ankawa, les 4 accords Toltec, la maîtrise de l'amour, Don Miguel Ruiz, et cette étude dont je vous ai parlé, est-ce que penser à la mort serait le secret du bonheur? Vous pouvez la retrouver sur lapsychologiepositive.com. Et voilà les amis, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Bon, déjà un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez appris des choses et peut-être même que certains mots ont pu faire écho en vous. Si c'est le cas, eh bien likez, partagez un maximum et commentez et proposez peut-être des thématiques que vous voudriez voir ici. Voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre. Surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines rencontres. Donc vous savez qu'on est ici chez Inspire Entre Elles, donc sur YouTube, mais vous pouvez également me retrouver sur Instagram et TikTok. Eh bien écoutez, en attendant la prochaine interview, moi je vous embrasse et je vous dis prenez bien soin de vous.